Durant l'année 2025, la diplomatie égyptienne a joué un rôle équilibré, si on peut le dire, dans une tentative d'apaiser les agitations d'une région tellement agitée, tellement frappée par diverses tensions et frappée par diverses forces, si on peut le dire. On parle évidemment des forces politiques. Et donc, il serait peut-être sage de passer en revue ces entreprises, ces démarches, ces initiatives, de manière à pouvoir spéculer un peu au niveau de l'année 2026 et évidemment de tirer les leçons d'après de ces expériences et d'évaluer la situation. Et donc, pour nous donner plus d'éclaircissements à propos de plusieurs causes importantes concernant la réunion de Trump et Netanyahou aujourd'hui aux États-Unis, concernant évidemment d'une cause qui commence à surgir, celle du Somaliland. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Moataz Ahmadine, l'ancien représentant permanent de l'Égypte auprès des Nations Unies. Monsieur l'ambassadeur, bonjour et bienvenue avec nous. Bonjour Madame Mahdi, merci pour m'avoir invité. Je vous en prie, le plaisir est partagé. Eh bien, l'Égypte a toujours joué un rôle équilibré au niveau des causes géopolitiques, au niveau de sa politique des affaires étrangères, notamment à la lumière des agitations qui ont frappé la région, si on peut le dire, durant l'année précédente. Donc, brièvement et d'après vous, comment peut-on évaluer le rôle de la diplomatie égyptienne dans ces tentatives d'apaiser la situation et de jouer le rôle de médiateur à plusieurs niveaux? Bon, le premier mot auquel je pense, c'est que c'était une diplomatie active, surtout avec beaucoup de crises qui entourent la région. Si on suit deux crises spécifiques, la crise du conflit arabo-israélien, la guerre contre Gaza et les capacités nucléaires de l'Iran, l'Égypte a joué un rôle médiateur efficace dans les deux crises. Bien sûr, le problème est que la résolution de ces crises ne dépend pas seulement de l'Égypte. En cas de médiation en ce qui concerne Gaza, l'Égypte a réussi, en participant avec les États-Unis et le Qatar, à arriver à un premier cessez-le-feu en janvier, juste avant que le président Trump accède au pouvoir. En ce qui concerne les capacités nucléaires de l'Iran, l'Égypte a joué un rôle médiateur aussi. Et il a été signé un accord entre le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique et le ministre des Affaires étrangères iranien en août dernier pour résumer les vérifications de l'agence en Iran. Mais dans les deux cas, malheureusement, on a trouvé qu'Israël a brisé le cessez-le-feu. Dans l'autre cas, les États-Unis et les puissances européennes ont utilisé le mécanisme de sanctions automatiques, encore une fois, ce qui a abouti à arrêter l'accord entre l'Iran et l'agence et aussi à arrêter le cessez-le-feu jusqu'en octobre dernier. En octobre, bien sûr, l'Égypte a réussi à arriver au cessez-le-feu qui est en cours maintenant. Et après ça, il y a eu la résolution du Conseil de sécurité pour adopter le plan de Trump. Entre les deux, il y a eu la réunion du sommet de Sharm el-Sheikh où il y a eu une autre déclaration complémentaire au plan de Trump pour parler du futur de la région. Mais encore, le dernier cessez-le-feu n'est pas stable du tout parce qu'Israël le brise quotidiennement. Israël n'a pas mis en œuvre ses obligations en ce qui concerne l'aide humanitaire. Ce que je veux dire, c'est que la diplomatie égyptienne a joué le rôle auquel elle a été demandée, auquel elle a été très active, mais par contre, les autres acteurs internationaux n'ont pas accompli leurs obligations, ce qui pose les problèmes et ce qui reflète que la situation régionale et mondiale est assez compliquée. On a encore un conflit en Ukraine qui n'a pas encore été résolu. Il y a les plans préfabriqués du président Trump à Gaza. Ils fonctionnent même à moitié ou même à quart. C'est la première étape seulement qui persiste.
En Ukraine, il n'a pas encore procédé. Entre la Cambodge et le Thaïlande, il y a des cessez-le-feu et puis il y a des attaques et la même chose. Au Congo et le Rwanda. Alors je crois que la situation mondiale est assez compliquée maintenant. Normalement, il doit y avoir une réunion aujourd'hui qui va, durant laquelle Trump et Netanyahu auront des pourparlers. À votre avis, est-ce qu'on pourrait s'attendre à un progrès quelconque suite à cette rencontre ? Bon, malheureusement, moi je ne suis pas optimiste parce que qu'est-ce qu'on peut attendre de Trump vu l'expérience passée durant son premier mandat et aussi de Netanyahou parce que Trump, il a bien sûr intérêt à défendre son plan de paix et à le mettre en œuvre, mais on a constaté qu'il n'a pas poussé pour des actions concrètes avant de consulter avec son allié principal, le Premier ministre israélien. Les Israéliens, eux, ne cachent pas leurs intentions. Et le Premier ministre et le ministre des Affaires étrangères et le ministre de la Défense et aussi le chef de l'armée, tous, ils ont dit qu'ils sont bien comme ça, qu'ils ne vont pas retraiter leurs forces, qu'ils ne vont pas passer à la deuxième étape du plan de Trump sans le désarmement de Hamas. Malheureusement aussi, il faut être objectif, le plan du président Trump, que je trouve tout à fait imparfait, l'interprétation du plan de Trump va un peu plus vers l'interprétation israélienne. Parce qu'il y a beaucoup d'obligations sur la partie arabe, le Hamas, les médiateurs arabo-islamiques, mais en ce qui concerne Israël, tout est conditionné avec des négociations futures sur le désarmement et puis le retrait des forces et aussi des complications. Il n'y a pas de sanctions au cas où Israël ne met pas en œuvre ses obligations, comme on a vu en ce qui concerne l'aide humanitaire, comme on a vu au cas du cessez-le-feu, qui n'est pas objectivement, ce n'est pas un cessez-le-feu, c'est seulement la partie la plus faible, la partie arabe, que ce soit à Gaza, au Liban ou en Syrie, qui met en œuvre ses obligations. Et Israël, elle impose ses conditions qui consistent à résumer la guerre quand elle veut, conditionnellement et quotidiennement si besoin. Alors c'est pour ça que je ne suis pas tout à fait optimiste, mais par contre, laissons voir ce qui va se passer ce soir. Est-ce que les Américains vont me prouver faux, ce que j'espère bien sûr, et mettre un peu de pression sur le Premier ministre israélien? On va voir ce qui va se passer. Israël et les États-Unis trouvent comme solution évidemment le transfert et le déplacement de la population gazaoui, que ce soit les imposer à l'Égypte ou ailleurs, et maintenant on parle du Somaliland. Quand on parle de solutions, c'est ce genre de solution qu'ils envisagent. Alors, mais là, il y a une vraie mobilisation de la part des Nations Unies et des pays africains à l'encontre, évidemment, de l'Égypte, à l'encontre de cette initiative. Donc là, c'est un volet qui s'ouvre, qui vient de s'ouvrir récemment. Alors, comment voyez-vous cette situation? Bon, en ce qui concerne le Somaliland, je crois qu'Israël a plusieurs objectifs à réaliser. Primo, l'accès aux alentours du Yémen pour essayer d'empêcher les attaques du Yéménite contre les bateaux à destination d'Israël. Deuxièmement, bien sûr, la question de peut-être la déportation des Palestiniens. Troisièmement aussi, se rapprocher de l'Éthiopie physiquement pour la défendre contre des menaces potentielles, peut-être de l'Égypte en ce qui concerne le barrage de la Renaissance, et aussi réaffirmer sa puissance régionale comme si de rien n'était à propos de la guerre génocidaire qu'elle mène. Mais si on regarde un peu plus profondément ce qui s'est passé, je crois que aucun de ces objectifs n'est à l'horizon, car premièrement, il y a tous les pays arabes et l'Union africaine qui ont dénoncé
cette reconnaissance, parce que bien sûr, comme vous le savez, les pays africains craignent que cela constitue un précédent qui menacerait l'intégrité territoriale de plusieurs pays africains qui avaient accepté lors de l'indépendance les frontières coloniales. Aussi, cela prouve qu'Israël cherche la reconnaissance n'importe où et n'importe comment. Et en ce qui concerne la reconnaissance, les accords abrahamiques, pour moi, on voit clairement que c'est un pas désespéré d'Israël pour essayer d'encourager d'autres pays à accéder aux accords abrahamiques. Quand ils ont échoué à ajouter aucun pays arabe, alors ils se sont visés vers l'Azerbaïdjan, qui est entré dans les accords abrahamiques le mois passé, parce que, comme peut-être vous le savez ou pas, les spectateurs, Israël avait aidé l'Azerbaïdjan dans sa guerre contre l'Arménie il y a quelques années. Et c'est pour ça que l'Azerbaïdjan est un des pays les plus proches d'Israël maintenant, et même que son nom est en train de passer comme un potentiel participant dans la force de stabilisation à Gaza. Maintenant, on parle de Somaliland, qui n'est même pas un pays. Alors c'est pour ça que je trouve que c'est un pas désespéré. En ce qui concerne la reconnaissance des États islamiques ou des pays arabes, cet acte de reconnaissance d'un pays illégitime, je crois, mènerait les pays qui pensaient à normaliser avec Israël à repenser leur prochain pas, parce que Israël est devenu, comme son Premier ministre aussi, Israël est un pays toxique qui affecte négativement les pays qui s'approchent de lui. Et aussi, en ce qui concerne la mer Rouge, je ne crois pas qu'Israël va risquer d'envoyer des soldats et des effectifs au Somaliland, qui est toujours instable, qui serait une cible facile aux Houthis, qui sont de l'autre côté, au Yémen, qui sont de l'autre côté de la mer Rouge ou de l'étroit de Aden. Alors je crois que les objectifs israéliens, c'est seulement un coup disons Ils tentent leur chance par-ci et par-là? Oui, et un coup de publicité, plutôt qu'un coup de diplomatie consistante. Aussi, il n'y a rien que Somaliland peut apporter à Israël. Mais il y a plus de charges pour Israël pour essayer de l'efficacité et le bénéfice qu'elle apportera au Somaliland, ce qui n'est pas facile d'ailleurs. Alors je crois que malgré qu'il nous paraît que c'est un coup formidable, je crois que c'est seulement un coup de publicité tout court qui mènera plus de problèmes à Israël même qu'aux pays arabes et musulmans, qui vont bien sûr constater encore une fois l'agression et l'injustice qu'Israël essaye de mettre, et le chaos qu'Israël essaye de semer dans la région, malgré que c'est un pays tout petit qui n'arriverait à rien du tout sans l'aide formidable des États-Unis et de quelques pays de l'Europe de l'Ouest. Et est-ce que ceci pourrait constituer une menace à la sécurité de la mer Rouge? Bon, théoriquement oui. Et bien sûr, parce qu'Israël, où est-ce qu'elle va, elle sème le chaos et la discorde et la division et l'insécurité, comme on le voit à Gaza, au Liban, en Syrie, et même, je crois que la réunion du Premier ministre israélien avec le président Trump, ils parleront aussi de l'Iran. Alors c'est une atteinte à la sécurité de la mer Rouge, mais je crois que l'Égypte, l'Arabie Saoudite, la Turquie et les pays de l'Union africaine vont essayer de faire face à ces menaces et à ces défis. Le monde n'a pas vraiment eu de position ferme tout au long des années précédentes face à la question de Gaza. À votre avis, est-ce que le monde pourrait vraiment se mobiliser, la communauté internationale, une instance importante comme les Nations Unies, face à cette question du Somaliland et face aux tentatives israéliennes de s'imposer dans une autre région? Bon, les Nations Unies et l'addition de la volonté politique de ses États membres.
Alors s'il n'y a pas de consensus, s'il n'y a pas assez de volonté politique ferme entre tous les pays des Nations Unies, entre les pays de la communauté internationale, il ne faut pas s'attendre à grand-chose. Il ne faut pas porter plainte contre les Nations Unies, mais contre les membres des Nations Unies. Et aussi, la question de la communauté internationale, moi j'ai un avis un peu spécifique. Si les pays arabes et les peuples arabes parlent ou attendent de la communauté internationale qu'elle prenne une position plus ferme contre Israël, je crois que c'est une position fausse parce qu'il faut d'abord que les pays arabes ou les pays qui sont partenaires ou parties prenantes d'une question spécifique, qu'ils prennent une position et alors la communauté internationale va bouger derrière eux. Mais on ne peut pas s'attendre que la communauté internationale risque de perdre des intérêts peut-être dans le cas où les parties prenantes du conflit ne poussent pas assez dans une direction qui va vers leurs intérêts. Alors là, je crois qu'il faudrait une position plus ferme des pays arabes, des peuples arabes, et je ne parle pas de guerre, mais de sanctions économiques, de sièges contre Israël, comme elle impose à nos frères en Palestine. Israël avait toujours quand même tenté de jouer des rôles en Afrique. Mais est-ce qu'à l'heure actuelle, pensez-vous qu'Israël est en train d'étendre sa main mise sur des régions en Afrique, notamment la Corne de l'Afrique? Bon, elle essaye bien sûr, mais comme je disais tout à l'heure, cette action par Israël de reconnaître un État qui, malgré qu'il a été créé il y a peut-être une trentaine d'années, reste illégitime et il n'y avait aucun pays avant Israël qui l'avait reconnu, elle montre aux pays africains comment le degré de toxicité d'Israël. Israël, bien sûr, elle joue sur la sécurité de quelques pays africains. Elle essaye de s'allier avec les gouverneurs de certains pays africains pour envoyer des équipes de sécurité israéliennes pour les protéger. Cela a été adopté dans les années 80-90, mais maintenant, avec ce que Israël perpètre à Gaza et partout dans le monde, même ces plans israéliens ne valent plus. Et comme je disais, les actions d'Israël montrent qu'il n'est pas très... que ce n'est pas une bonne décision d'approcher à Israël. Et à votre avis, dans quelle mesure on pourrait en profiter en faveur, si on peut le dire, de la cause de Gaza? Dans quelle mesure la cause des Palestiniens pourrait profiter des exactions, si on peut le dire, mal calculées d'Israël en Afrique? Bon, l'Afrique ne s'est jamais arrêtée à appuyer la Palestine. L'Union africaine a beaucoup de décisions et de résolutions qui appuient la Palestine, des résolutions de solidarité avec la Palestine. La plupart des pays africains, sinon tous les pays africains indépendants, reconnaissent la Palestine et appuient la cause palestinienne. Même s'il y a des relations avec Israël, elles sont des relations en secret. Ils n'osent pas à publier ces relations et leurs interactions avec Israël. Ce qu'on peut faire additionnellement peut-être, c'est essayer de coordonner une aide économique, sécuritaire et dans les différents domaines des pays arabes, de l'Égypte notamment, et bien sûr coordonner l'aide d'autres pays arabes en Afrique, et avec bien sûr essayer de réaliser des intérêts communs pour et encercler Israël et faire le siège contre Israël, et aussi aider à nos frères palestiniens et aux causes arabes, qui sont des causes justes d'ailleurs, que tout le monde appuie, mais ils attendent
pas concret des pays arabes pour essayer de fortifier cet appui et le refléter dans des actions concrètes sur le terrain. D'après vous, quelles seraient les priorités de la diplomatie égyptienne pour l'année 2026, compte tenu de la situation géopolitique de la région et des défis qui s'imposent? Bon, politiquement, bien sûr, la première priorité serait la stabilité au Moyen-Orient et spécifiquement un vrai cessez-le-feu à Gaza, la reconstruction de Gaza, car d'ailleurs l'Égypte avait préparé un plan coordonné avec les Nations Unies, les agences non gouvernementales concernées et les pays arabes et musulmans, qui a été adopté par le sommet islamique et arabe au Caire en mars pour reconstruire Gaza. Ça, c'est un objectif important. Comme vous vous souvenez, depuis février passé, depuis qu'il y a eu le premier cessez-le-feu en janvier, l'Égypte avait invité et déclaré son intention à avoir un sommet de reconstruction de Gaza au Caire, qui a été approuvé d'ailleurs par les États-Unis, l'Union européenne et tout le monde, mais bien sûr les actions israéliennes et il n'y a pas eu de cessez-le-feu, ce qui a empêché de cette conférence à tenir lieu. Alors ça, c'est un objectif important de la diplomatie égyptienne. Aussi la stabilisation de la situation envers l'Iran aussi, qui est assez dangereuse, et bien sûr le Liban et la Syrie. En Afrique, bien sûr, redémarrer la coopération égypto-africaine qui d'ailleurs a déjà été forte durant cette année-ci, en 2025, et peut-être essayer d'aborder la question du barrage de la Renaissance ou de l'eau du Nil. J'espère, à mon avis, avec une approche nouvelle, parce que l'approche exagérée de la part d'Éthiopie, et il faut aussi avouer de notre part, n'a pas réussi à résoudre cette crise. Je crois qu'il faut essayer de chercher des compromis objectifs qui qui sont mutuellement bénéfiques aux deux pays, et je crois que c'est tout à fait possible, à mon avis. Est-ce que d'après vous, ceci nécessiterait aussi l'intervention des pays du bassin du Nil pour appuyer ces discussions, étant donné que ils sont concernés aussi, même si ce n'est pas le voisinage direct, mais ils sont concernés aussi par la cause? Bien sûr, les pays du bassin du Nil, l'Égypte maintient des relations exceptionnelles avec la plupart des pays du bassin du Nil, et bien sûr ils ont un rôle dans cette question, mais et aussi il faudra envisager la question de l'énergie aussi, comme le barrage de la Renaissance a pour objectif de l'énergie renouvelable. Alors je crois qu'il faudrait penser à importer de l'énergie de l'Éthiopie, de l'énergie renouvelable, contrairement à l'énergie fossile qu'on importe d'Israël, par exemple. Si on peut investir dans un projet d'énergie renouvelable avec l'Éthiopie, on assurera le passage de l'eau, parce que l'eau devrait passer pour que l'énergie soit faite, soit générée. Et aussi on arrivera à une relation plus amicable et plutôt plus durable avec l'Éthiopie, à mon avis. Ouais. Excellence, Monsieur l'ambassadeur Mouataz Ahmadine, vous êtes l'ancien représentant permanent de l'Égypte auprès des Nations Unies. C'est toujours un plaisir de vous avoir avec nous. Merci beaucoup. Eh bien, reste à envisager une meilleure année 2026. C'est vrai qu'il ne s'agit pas du chiffre, mais c'est toujours une unité à partir de laquelle on pense à de nouveaux horizons, à de nouvelles perspectives. On souhaite le mieux pour notre région, et évidemment pour notre pays tout d'abord, à la cause palestinienne qui est à la tête de toutes les causes pour nous. Et évidemment, reste à vous remercier pour votre attention et à vous souhaiter une excellente journée. Merci et au revoir.